Bonjour à toutes et à tous, chers investisseurs CLF. Pour ce point de marché du 15 juin, après une semaine qui a été rocambolesque, hein, ça a été vraiment un vrai feuilleton, un vrai psychodrame. Et moi, je vais un petit peu vous rappeler un petit peu les différents événements qui ont eu lieu cette semaine et les impacts qu'il y a pu avoir sur les marchés. Et malgré les apparences, ce qui a le plus effrayé les marchés, c'est pas nécessairement ce que l'on croit. C'est pas forcément la partie émergée de l'iceberg, mais ce qui s'est passé en coulisses. Sans attendre, je vais un petit peu vous faire un petit résumé un petit peu de ce qui s'est passé. Alors, déjà le titre de cette vidéo, la France fait un bond de 2076 ans en arrière et le CAC 40 aussi. Euh, on voit, hein, donc pourquoi 2076 ans en arrière? Si vous faites 2024 moins 2076, vous arrivez à l'an comme moins 52 avant Jésus-Christ. Donc pour celles et ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, 52 avant Jésus-Christ, c'était la défaite des Gaulois face à Jules César. Et le spectacle auquel on a assisté, c'est digne des querelles entre les différents villages gaulois. Alors, ce que l'on a vu cette semaine, c'est un petit peu un remake, hein, de ce qu'on a pu déjà voir, sans forcément remonter à moins 52 avant Jésus-Christ, mais ne serait-ce qu'il y a 12 ans, en 2012. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est une affiche du journal Le Point. En 2012, hein, c'était en 2012, donc il y a 12 ans, et on voyait déjà les manifestations, la campagne de la présidentielle de 2012, où vous avez eu un front qui s'était uni pour faire battre Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qui était considéré comme le représentant du grand capital, le président des riches, et on a vu une espèce de coalition contre Nicolas Sarkozy. Et vous voyez, hein, d'ailleurs, il y a encore certains tenors qui sont encore là aujourd'hui. Vous voyez Marine Le Pen ici en arrière-plan. Vous avez Jean-Luc Mélenchon en premier plan. Et on retrouve ces acteurs qui reviennent un petit peu au devant de la scène pour nous jouer une ouais, je ne sais pas si c'est vraiment une comédie, on va dire une tragicomédie de ce qui se passe. Alors, voilà une petite caricature. Hein. Donc là, effectivement, c'est vraiment les Gaulois. Voilà, on voit que la France est un, les Gaulois réfractaires, alors ça que l'on soit entre guillemets français de souche, français originaire de l'immigration ou les immigrés qui n'ont pas encore la nationalité française, hein, donc la France des Tours et la France des Bourgs, en tout cas, tout ce beau monde a un point en commun, c'est nous avons l'art de nous taper dessus à longueur de journée. Et d'ailleurs, sur les plateaux télé, hein, moi j'ai un peu regardé, hein, vous avez des blonds, des bruns, des noirs, vous avez tout le monde, hein, ça se tapait dessus à longueur de journée. En tout cas, c'est bien, on retrouve nos racines gauloises, l'art de se friter dessus. Alors, en tout cas, si c'est très marrant, enfin, ça peut faire rire. En tout cas, les marchés, eux, ne l'ont pas du tout apprécié. Alors, vous l'aurez compris, c'est le bordel en France. Alors, bon, alors ça a commencé donc le 9 juin à 20 h. Alors, le 9 juin à 20 h, donc les résultats des européennes tombent. Bon, alors les sondages, le RN est largement en tête devant la liste macroniste avec le double des voix, mais ça, c'était prévu dans les sondages. Alors, autant l'élection présidentielle de 2002, qui a vu Jean-Marie Le Pen battre Lionel Jospin et se qualifier au second tour, ça, c'était pas prévu. Par contre, la large victoire du Rassemblement national aux européennes était clairement prévue. Mais le psychodrame allait commencer une heure après, donc à 21 h le 9 juin, quand Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc là, je pense que vous tous, vous êtes au courant. Et là, à partir du lundi 11 juin, va se jouer un psychodrame qui va nous amener jusqu'à très tôt ce matin, le samedi 15 juin, au petit matin, où là, on a peut-être un épilogue de ce psychodrame qui a commencé le 9 juin à 21 h.
Donc, le 11 juin, les macronismes s'écharpent et certains commencent à quitter le navire, car apparemment, même des personnes haut placées, comme Gabriel Attal, n'ont été prévenues qu'à la dernière minute et auraient même tenté de dissuader le président de faire ça. Donc, en fait, la grosse panique, en fait, c'est que jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, et ça je vous l'ai dit durant mes vidéos, Emmanuel Macron était un petit peu la, la marionnette de puissances bien plus élevées que lui, notamment certaines puissances économiques et financières, hein, comme Bernard Arnault, qui quelque part dirige la France dans l'ombre. En fait, Emmanuel Macron, de 2017 jusqu'au dimanche 9 juin à 20h59, c'était en fait Bernard Arnault qui dirigeait la France par procuration en fait à Emmanuel Macron. Mais les vrais détenteurs du pouvoir, ce sont les milieux économiques. C'est ce qui a expliqué pourquoi le CAC 40 a connu de 2017 jusqu'à aujourd'hui une spectaculaire envolée. Vous voyez l'action LVMH, par exemple, dirigée par Bernard Arnault, qui n'a pas fait grand-chose entre 2000 et 2017, a commencé à s'envoler entre 2017 et 2024. On voit que Emmanuel Macron a été un candidat qui a été soutenu, porté par les élites économiques. Et c'est pour ça que les crises qui ont eu lieu, notamment la crise des Gilets jaunes, la crise des banlieues, n'ont pas eu vraiment un impact sur les marchés parce que Emmanuel Macron tenait le navire, tenait la barre, il faisait ce que les personnes qui l'ont amené au pouvoir, voilà, il ne faut pas s'en cacher, voilà, les gens comme Bernard Arnault, Pinault, qui l'ont porté au pouvoir, Emmanuel Macron faisait ce que ces personnes lui disaient. Et là, coup de théâtre, le dimanche 9 juin à 21h, Emmanuel Macron a pris tout le monde de court. Donc ça, c'est vraiment une énorme surprise. Personne ne s'y attendait. Personne ne s'y attendait. Et là, pour le coup, en gros, la bête, Emmanuel Macron, finalement est sorti de sa boîte. Emmanuel Macron a décidé vraiment de prendre une initiative, alors là, pour le coup, purement personnelle. Autant par rapport à l'Ukraine, quand il a laissé entendre qu'il allait envoyer des troupes, c'était calculé. C'était calculé, il y a eu des discussions un petit peu en amont, c'était calculé. Là, il dissout l'Assemblée, c'est quelque chose que personne n'a vu venir. Même Gabriel Attal, qui a été porté à Matignon par Emmanuel Macron, même Gabriel Attal a été surpris. On voit que dès le 11 juin, les macronismes s'écharpent. On voit que Bruno Le Maire, enfin les grands tenors de la Macronie, ont carrément décidé de ne même pas se représenter pour défendre leur poste au législatif, notamment Bruno Le Maire. Donc là c'est le premier coup de théâtre. Ensuite, le 12 juin, le Rassemblement national appelle les Républicains et Reconquête à le rejoindre pour former l'Union des droites. Donc on voit que la poutre continue à bouger. Le mercredi 12 juin, Emmanuel Macron fait un discours pour expliquer les raisons de ses choix et pour dénigrer ses adversaires. Jusqu'à là, ça va encore. Et c'est à partir du 13 juin et surtout le 14 juin, donc hier, que les choses commencent à vraiment partir dans tous les sens et commencent à faire peur au marché. Le 13 juin, Éric Ciotti, président des Républicains, annonce vouloir rejoindre le RN. Et là, c'est vraiment ambiance prise de la Bastille chez les Républicains. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On a Éric Ciotti qui s'enferme au siège des Républicains, qui ferme les portes. Tous les salariés, tous les collaborateurs dehors, qui les envoie en télétravail et qui se déclare président des Républicains et en même temps allié du Rassemblement national. Et là, on voit à quelques pâtés de maisons de là, un bureau exceptionnel qui se réunit pour exclure Éric Ciotti, pour démettre Éric Ciotti et l'exclure. Éric Ciotti fait appel. Ensuite, on voit les ténors des Républicains qui descendent en marchant, en manifestant jusqu'au siège des Républicains, dont la porte est close, hein, donc même les cadres ne pouvaient même pas rentrer dans au siège des Républicains. Enfin bref, c'était un vrai vaudeville, hein, une ambiance digne de la prise de la Bastille. Bref, c'était quelque chose. Et au même moment,
toujours le 13 juin, vous avez Éric Zemmour chez Reconquête qui vire Marion Maréchal Le Pen qui va se rapprocher du Rassemblement national. Ça, c'est une demi-surprise. Il ne faut pas oublier que la chef de file du Rassemblement national, alors vous avez Jordan Bardella qui est le président du RN, mais la chef de file idéologique, celle qui est à la manette du Rassemblement national, n'est autre que Marine Le Pen. Et sa nièce, c'est Marion Maréchal Le Pen. Donc forcément, à un moment ou à un autre, c'était prévisible que Marion Maréchal Le Pen, qui voit là une opportunité de prendre le pouvoir, bah, revienne dans les rangs du Rassemblement national. Et on a vu une guerre fratricide au sein même de Reconquête entre Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Donc ça aurait pu être entre guillemets positif pour la Macronie, parce qu'en fait, Emmanuel, quel est l'objectif d'Emmanuel Macron en fait? Pourquoi Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale? C'est qu'il espère rejouer le front républicain comme Jacques Chirac l'a fait en 2002 et comme Emmanuel Macron l'a très bien fait, il a réussi en 2017 et en 2022. Sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que Éric Ciotti, président des Républicains, allait rejoindre le Rassemblement national. Ça, c'était pas du tout prévu au programme. Et donc là, on a une explosion, une implosion du parti des Républicains. Et là, le clou du spectacle, le vendredi 14 juin, donc hier, les partis de gauche arrivent à se réunir pour former le nouveau Front populaire, en référence au Front populaire de 1936, formé par Léon Blum pour faire barrage justement au fascisme. Et ce Front populaire regroupe cette liste, Parti socialiste, Place publique, écologiste, le PCF, donc le Parti communiste français, la LFI de Jean-Luc Mélenchon et même le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de Besançon. Et là, évidemment, personne ne s'attendait à ce qu'il y ait une union aussi rapide de la gauche en quasiment 48 heures, que toute la gauche décide de faire une union pour justement faire un bloc contre le Rassemblement national et contre Emmanuel Macron. Parce que qu'espérait Emmanuel Macron, c'était reformer un front républicain qui va du Parti socialiste, voire même des communistes, de Fabien Roussel. Je vous rappelle que Fabien Roussel déteste Jean-Luc Mélenchon. Donc Emmanuel Macron espérait rassembler une large union populaire, républicaine, qui va du Parti communiste français, du PCF, jusqu'aux Républicains. Et donc, en fait, ce qu'il espérait, c'était faire en sorte que toutes ces personnes se désistent à la fin du premier tour pour n'avoir que des duels Parti républicain versus Rassemblement national. C'est ce que Emmanuel Macron espérait. Pas de bol, finalement, et le gros coup de théâtre, c'est que, en fait, la gauche modérée, donc Parti socialiste, écologiste, une certaine frange du Parti communiste décide de faire bloc dans un front populaire où figure également le nouveau parti anticapitaliste et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et là, quand on regarde les sondages, au moment où je vous parle, on a le Rassemblement national qui est à 31%, toujours en tête, mais suivi par la fameuse, le Front populaire qui est à 25%, et loin derrière, vous avez les macronistes qui sont à 18%, et encore très loin derrière, vous avez les républicains qui sont à moins de 10%. Donc, on se retrouve avec les deux premières forces de la France, qui sont l'extrême droite, avec le Front populaire qui est pris en étau par l'extrême gauche. Et là, je vais vous décrire un petit peu le programme de ce Front populaire, programme officiel du Front populaire. Et vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui fait peur au marché. Et c'est ça qui a fait peur au marché. Et on va le voir quand je vais vous présenter le graphique du CAC 40. C'est ça qui a fait peur au marché. Ce n'est pas la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. C'est ce qui s'est passé hier, vendredi, qui a terrifié les marchés. Alors, ça, c'est le programme du nouveau Front populaire. Alors, à l'international, vous n'avez rien
de dramatique, hein, vous avez rien de problématique. Bon, les massacres du Hamas ont été qualifiés de terroristes. Donc ça, jusqu'à maintenant, LFI avait refusé de qualifier les attentats, les massacres du 7 octobre en Israël comme étant un acte de terrorisme. Certains même, chez le nouveau parti anticapitaliste et chez LFI, considéraient les actions du 7 octobre comme un acte de résistance. Ce n'est pas mes propos, bien évidemment, ce sont les propos d'une certaine frange. Là, ils ont réussi à se mettre d'accord pour qualifier les massacres du 7 octobre comme un attentat terroriste. Mais même sur ça, le Hamas n'a pas été qualifié de mouvement terroriste. Et enfin, ils ont réussi à se mettre d'accord pour continuer à aider l'Ukraine. Donc jusqu'à là, rien de grave. Là où ça va commencer à devenir original, ce sont les mesures pour le pouvoir d'achat, les salaires et les retraites qu'ont décidé de faire le Front populaire, blocage des prix et des loyers. Alors, ça peut paraître sympa, blocage des prix, c'est sympa, personne n'a envie de payer plus cher sa nourriture, son essence. Sauf que le problème, c'est que si vous bloquez les prix, ce sont les files d'attente qui vont s'allonger. C'est-à-dire que si on bloque vraiment les prix, vous allez avoir des pénuries qui vont se développer. On l'a vu dans tous les pays communistes, Cuba, l'ex-Union soviétique, le Venezuela. Dès lors que vous bloquez les prix, bah, que font les commerçants? Bah, ils arrêtent de vendre. Hein. Si on vous oblige à vendre quelque chose à 10 euros alors qu'en réalité il en vaut 20, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vendez pas. Donc vous allez avoir une queue, une file d'attente qui va se former. Et que va faire le commerçant? Bah, il va vendre au black ses produits dans l'arrière-boutique à 2 fois, 3 fois le prix officiel. Donc ça, c'est le problème, c'est que vous allez bloquer les prix, mais comme on est dans un marché libéral, on est dans un marché libre, bah en fait, c'est la queue, c'est la file d'attente qui va s'allonger. Pareil pour les loyers. Vous bloquez les prix des loyers, c'est ce qui existe déjà à Paris, bah c'est une véritable galère pour trouver un logement à Paris. Et ça, François Xavier de Drôme à Économie en parle beaucoup mieux que moi, c'est une bêtise que de bloquer les loyers. C'est une bêtise parce que vous allez créer des pénuries. Et d'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé en Argentine quand Milei a décidé de déréguler les loyers. Il a décidé d'accepter que les loyers soient libres, soient fixés librement entre le bailleur et le locataire. Vous avez eu pléthore d'offres. Le nombre de logements mis en location en Argentine, il a explosé. Vous avez énormément, vous avez les propriétaires se battent entre eux pour rendre leur logement attractif aux locataires. Donc bloquer un prix, bloquer un loyer, c'est pas du tout une bonne idée. Ça peut paraître une bonne idée sur le papier, mais c'est une catastrophe. Et puis alors là, je ne parle pas des bailleurs qui ont fait un business plan, qui ont acheté un appartement sur 5, 10, 15, 20 ans et à qui l'État dit bah, maintenant votre loyer, vous le bloquez. Vous ne pouvez pas le réévaluer. Ce n'est pas non plus bon pour les bailleurs. Alors, ce n'est pas beau à court terme. Par contre, c'est bon à long terme parce que vous allez avoir les prix des biens, des logements qui va exploser à la hausse. Parce que vont faire les bailleurs? Bah, s'ils ne peuvent pas mettre leur logement en location, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le laisser vacant. Donc, les bailleurs, les gens qui investissent dans l'immobilier, bah, au lieu d'investir pour mettre en location, ils vont faire de l'achat-revente. Et donc, vous allez avoir des prix de l'immobilier qui vont être complètement déconnectés de la réalité économique. Ce n'est pas forcément une très bonne idée de ça. Alors, autre joyeuseté, le SMIC porté à 1 600 euros net. Là encore, moi j'ai envie que tout le monde gagne 10 000 euros par mois. C'est génial que tout le monde gagne 10 000 euros, 10 000 euros par mois. Mais si vous bloquez les prix et que vous augmentez les salaires, notamment le SMIC, les entreprises, vous leur dites non, non, désolé, vous ne pouvez pas augmenter vos prix. Par contre, on vous oblige à augmenter le SMIC. Ben, comment fait une entreprise pour vivre? Je suis désolé. Les entreprises, c'est comme les êtres humains. Vous ne travaillez pas pour la gloire. Donc si vous bloquez le prix de vente
des produits vendus par les entreprises et que vous obligez les entreprises à augmenter leur salaire, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elles vont être obligées de licencier. Elles ne pourront plus embaucher. Vous n'allez pas embaucher des salariés pour travailler à perte, pour avoir un résultat négatif. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Donc, du coup, ça, c'est hyper dangereux. Porter le SMIC à 1 600 euros, la variable d'ajustement, ça va être l'emploi. On va casser le marché de l'emploi. On bloque les prix, on bloque les loyers, on casse le marché de la location, on augmente le SMIC tout en bloquant les prix, on casse le marché de l'emploi. Donc, risque de chômage accru. Ensuite, abrogation de la retraite à 64 ans. Là encore, la France est un des pays où on est à la retraite le plus longtemps en Europe, voire même dans les pays développés. Donc, si vous ramenez l'âge de la retraite à 62 ans, sachant que vous avez tous les papy boomers qui partent à la retraite en ce moment, vous allez avoir à la fin moins d'actifs que de retraités. Donc, vous allez avoir un effondrement de votre système des retraites. Et enfin, vous allez avoir un moratoire sur les autoroutes. Ça, c'est pas forcément négatif, hein. Là-dessus, les sociétés de péage d'autoroute, elles se sont quand même bien engraissées parce qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter le prix de l'autoroute, alors que les travaux de construction de ces autoroutes a largement été amortis. Ça, c'est pas forcément la mesure la plus déconnante, contrairement aux trois autres. Alors, il y a aussi des mesures sur, sur la vie, notamment réguler les médecins, régulation des médecins et abolition de la sélection à l'université. Il y a également l'école gratuite, y compris la cantine, les transports, le périscolaire. C'est-à-dire que le Front populaire veut rendre l'école totalement gratuite, y compris tout ce qui est autour de l'école, en particulier les fournitures scolaires, la cantine et le périscolaire, qui constituent le gros des dépenses des parents. Donc là, ils veulent rendre tout ça gratuit. Alors, comment on va financer tout ça, sachant que la France vient d'être dégradée par Standard & Poor's et qu'on a une dette abyssale? Et alors là, ça n'a pas beaucoup plu au marché. Et je pense que les personnes qui ont un petit peu d'argent, qui regardent cette vidéo, moi j'ai été décrypter le programme du Front populaire. Alors voilà les principales mesures. Hausse des impôts sur les ménages aisés et les grandes entreprises. Ça, on s'y attendait, mais ça y est, c'est gravé dans le marbre. Plafonnement de l'héritage maximal que l'on peut transmettre à ses enfants. Et là, ils ont fait référence au 4 août 1789, où le Front populaire considère que plafonner les héritages, c'est une mesure grandiose qui est du même acabit que supprimer les privilèges des féodaux. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, si vous avez du patrimoine à transmettre à vos enfants, j'en fais partie. Écoutez, vous avez travaillé toute votre vie pour vous constituer un patrimoine que vous voulez transmettre à vos enfants. Vous risquez de ne plus pouvoir le faire, ou alors très très peu. Donc ça c'est quelque chose d'assez problématique si le Front populaire devait passer. Et moi-même d'ailleurs, ça me révolte personnellement parce que moi j'ai pas eu de chance, on va dire, puisque je suis parti dans la vie avec zéro héritage et 30 000 euros de dette. Et je me suis dit, moi, j'ai envie que mes enfants héritent quelque chose de moi. Donc, j'ai énormément travaillé, j'ai mis de côté, j'ai fait travailler l'argent dans l'immobilier, sur les marchés, pour que mes enfants partent avec un capital dans la vie. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne vous cache pas que j'ai un peu peur. Autre mesure qui a fait très peur au marché, la suppression de la flat tax sur les revenus du capital. Donc là, on pourrait voir une explosion de l'impôt sur les dividendes et sur les plus-values boursières. Autre mesure que j'ai même pas mis là, vous voyez, j'ai oublié, c'est le retour de l'ISF, le retour de l'impôt de solidarité sur la fortune. Parce que Emmanuel Macron a supprimé l'ISF en le remplaçant par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, sauf que le nouveau Front populaire, il va remettre l'impôt sur la
fortune. Donc là, à mon avis, toutes les personnes qui ont plus de 1 million d'euros de patrimoine risquent d'être taxées sur la totalité du patrimoine et pas seulement sur le patrimoine immobilier qui excède 1 million d'euros. Là, là, ça risque de faire très très mal à un grand nombre de personnes, hein, d'entre nous et d'entre vous. On va avoir aussi une augmentation du nombre de tranches de l'impôt sur le revenu. Je crois que j'ai entendu François Ruffin ou Jean-Luc Mélenchon, enfin je ne sais pas lequel, qui veut revenir à 14 tranches d'imposition avec une tranche marginale qui sera portée à 65%. Donc si vous prenez une tranche marginale d'imposition à 65% et que vous rajoutez la CSG, notamment sur les revenus du capital, qui sont à 17,2, 65 plus 17,2, ça vous fait une imposition à 82% sur les revenus du capital. Si évidemment vous faites partie des ménages aisés qui gagnent bien leur vie. Donc là, on voit que si vous êtes cadre dirigeant, ça ne sert plus à rien d'avoir des actions. Hein, si vous avez des actions, que vous faites des plus-values, vous recevez des dividendes et que vous devez payer 17,2% de CSG plus 65% de tranche marginale d'imposition, puisqu'on supprime la flat tax, vous vous retrouvez avec une imposition de vos revenus du capital à plus de 80%. Donc là, ça serait vraiment énorme. Et enfin, voilà. Donc là, j'ai mis rétablissement de la flat tax et rétablissement de l'ISF. Donc là, évidemment, pour les marchés, c'est la douche froide, hein. Parce que là, vous êtes français, vous n'avez plus aucun intérêt à acheter des actions. Clairement, vous n'avez plus aucun intérêt voilà, à investir. Là, c'est une. Enfin, vous bloquez les loyers dans l'immobilier, vous supprimez la flat tax, vous attaquez les niches fiscales, vous remettez l'ISF, vous plafonnez l'héritage. Donc là, aujourd'hui, il y a un impôt sur les héritages qui est assez élevé, mais il y a moyen de d'amortir cet impôt. Moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai beaucoup de clients que j'accompagne pour les aider à optimiser la fiscalité sur les successions de transmission. On peut le faire. Par contre, si demain vous dites au-dessus de tant d'euros, je prends tout, pour reprendre les termes de Jean-Luc Mélenchon, là, ça va devenir très compliqué. Donc c'est assez problématique ce qui se passe. Et moi, je pense notamment typiquement à une entreprise comme LVMH, qui est détenue par la famille Arnault, hein, puisque Bernard Arnault a déjà mis en place ses enfants, hein, puisqu'on sait que sur les 5 enfants de Bernard Arnault, vous en avez 4 qui siègent au plus haut poste de LVMH. Donc Bernard Arnault a déjà assuré le flambeau de LVMH. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas méritocratique, c'est familial, etc. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on préfère une pépite comme LVMH qui reste dans le giron de la famille Arnault ou une pépite comme LVMH qui sera vendue à des fonds de pension américains parce que les successeurs de Bernard Arnault, les enfants de Bernard Arnault, n'auront pas les moyens de payer la fiscalité sur les successions de transmission. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, c'est ça le problème en fait. Moi, je suis pas un fan, un amoureux de Bernard Arnault. Voilà, j'ai lu des livres sur Bernard Arnault, j'ai suivi les reportages qu'avait fait François Ruffin, qui appartient à ce Front populaire sur Bernard Arnault. Bon, Bernard Arnault, c'est pas un enfant de cœur. Enfin, faut le dire, c'est un requin, c'est un businessman voilà, qui est prêt à tout pour réussir dans son business. Donc voilà, c'est pas le gentil. Mais mettre en place des stratégies, parce que là, honnêtement, la manière de financer les mesures du Front populaire, c'est carrément de la spoliation. C'est carrément de la spoliation. Et ça, en tout cas, les marchés n'ont pas du tout apprécié. Et donc, voilà. Donc ça, c'est l'impact sur le CAC 40. Alors, donc là, vous avez le CAC 40, donc, qui était tranquille, hein, qui évoluait autour de 8000 points. Hein. Vous avez le vendredi
le vendredi 7 juin, voilà le CAC qui oscille autour de 8000 points. Bon, rien de grave, voilà. Voilà, le CAC 40, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il oscillait entre 7900 points et 8200 points. Donc voilà, là, rien de grave. Voilà. Et là, vous avez le dimanche soir Emmanuel Macron qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, vous avez la journée de lundi. Donc, vous voyez, le CAC 40 a baissé, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Le CAC 40 à 8 h du matin, le lundi à 8 h du matin, le CAC 40, il était à 7950 points. Donc rien de dramatique. Donc ce n'est pas la dissolution, l'annonce de M. Macron de dissoudre l'Assemblée nationale qui a provoqué le crack qu'on a eu sur le CAC 40. Alors ensuite, là, vous avez eu une première alerte, une première grosse baisse du CAC 40. Donc là, c'était quand on a appris dans la journée de lundi que même Gabriel Attal n'était pas du tout au courant, parce que quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution, bon, les milieux économiques se sont dit, bon, c'était un coup, c'était calculé, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Gabriel Attal, avec les teneurs de la majorité, avec les Républicains, avec Bernard Arnault en coulisses pour préparer un petit peu tout ça. Et là, coup de théâtre, premier coup de théâtre, on apprend en fait durant la journée de lundi qu'en réalité, Emmanuel Macron a pris la décision tout seul, avec quelques fidèles, mais il n'en a pas du tout référé ni à Gabriel Attal, ni au chef de la majorité, ni à la coalition, aux Républicains. Il en a parlé à même Édouard Philippe n'était pas au courant, personne n'était au courant, pas même Bernard Arnault. Alors que je vous dis, sur les 7 dernières années, depuis 2017, sur les 8 dernières années, toutes les décisions que prenait Bernard Arnault, en réalité, elles avaient été déjà négociées en coulisses avec les dirigeants économiques du pays. Notamment Bernard Arnault qui a énormément contribué à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Là, coup de théâtre, Emmanuel Macron a pris la décision tout seul. Et donc là, on apprend qu'en fait, Bruno Le Maire, enfin tous les ténors de la majorité, ne se présenteront pas aux législatives. Donc ça, c'est quand même un gros coup de tonnerre quand vous avez les dirigeants, les chefs de file d'une majorité présidentielle qui ne vont même pas défendre leur couleur pour rester députés, bah forcément, vous avez un premier vent de panique. Mais bon, les marchés se sont quand même repris en se disant, de toute manière, Emmanuel Macron va former un front républicain. Donc là, jusqu'à encore mardi, vous voyez, mardi, même une partie de la journée de mercredi, là encore, une grosse partie des gens se disent, OK, Emmanuel Macron a pris sa décision tout seul, mais de toute façon, on est devant le fait accompli. Vous allez avoir le Rassemblement national, qui est certes majoritaire aux européennes, mais qui sera isolé par rapport à un front républicain qui aura lieu, qui va se rassembler autour d'Emmanuel Macron. Vous voyez le CAC 40, il n'y a pas vraiment d'effondrement. Vous avez des secousses là, mais il n'y a pas d'effondrement. Et là, coup de théâtre, jeudi 13, Éric Ciotti qui annonce qu'il va rejoindre le Rassemblement national et qui annonce dans la foulée que des dizaines de députés, les Républicains, allaient rejoindre le Rassemblement national. Au même moment, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une scission entre Reconquête, donc il y a la droite encore de Rassemblement national et Rassemblement national, ait lieu, finalement, Marion Maréchal Le Pen fait scission avec Éric Zemmour et ramène une grosse partie des tenors de Reconquête vers le Rassemblement national. Donc là, on voit une alliance qui est en train de se faire autour du Rassemblement national. Et c'est ce qui explique un peu cette première grosse dégringolade du CAC 40 de 7850 points à 7700 points. Et là, vous allez avoir le CAC 40 qui va essayer de se remettre de ses émotions en se disant, bon, OK, le Rassemblement national est en train de gonfler, mais à gauche, Emmanuel Macron reste à la barre. Emmanuel Macron reste le dernier rempart contre l'extrême droite. Et là, coup de théâtre, vendredi 14 juin,
vous avez la formation d'un nouveau front populaire dont le centre de gravité, et c'est ça qui fait peur au marché, ne se situe pas du côté de la gauche, on va dire la gauche socio-démocrate, mais le centre de gravité de ce front populaire se situe plus vers le Parti communiste et vers LFI. Et c'est ça qui a achevé de faire effondrer le CAC 40. Dès lors que le Front populaire s'est constitué en Front populaire, avec l'image, vous avez Fabien Roussel, enfin vous avez vraiment la gauche hard, la gauche forte, avec un programme qui est un programme clairement. Alors c'est un très beau programme. Si, honnêtement, il faut être, je vais être franc avec vous. Si vous faites pas, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes dans une grosse entreprise, une énorme structure, vous êtes fonctionnaire, bah, honnêtement, enfin, moi je vais être franc avec vous, le programme du Front populaire, il est génial. On bloque les prix, on bloque les loyers, on augmente le SMIC. Enfin, honnêtement, si vous avez la sécurité de l'emploi, le programme du Front populaire, il est génial. Enfin, je vais être franc avec vous. Moi, je ne suis pas là pour casser du sucre sur les uns ou sur les autres. Si vous faites partie des salariés, entre guillemets, protégés, bah, le programme du Front populaire, il est super. Il va vous redonner du pouvoir d'achat. Ah, moi, je suis franc avec vous, je ne suis pas là pour faire de la démagogie. Vous avez vu combien j'ai cassé du sucre sur le Front populaire. Mais moi, je me place d'un point de vue marché, d'un point de vue investisseur. Si vous êtes investisseur et que votre objectif, c'est la liberté financière, le programme du Front populaire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Par contre, si vous souhaitez rester dans le salariat et que vous souhaitez faire votre vie dans un grand groupe ou dans la fonction publique jusqu'à la retraite, bah, franchement, le Front populaire, c'est génial. Enfin, moi, je vais être cash avec vous. Bon, honnêtement, moi, je serai professeur, je serai instituteur, euh, avec une sécurité de l'emploi et avec un revenu correct, mais pas à la folie. Et puis je regarderai là les grands patrons, les investisseurs s'en mettre plein les fouilles parce qu'ils ont de l'argent. Bah, évidemment, je voterai Front populaire. Je serais ravi de voir les futurs dirigeants taxer les gens qui ont de l'argent euh, et donner du pouvoir d'achat aux personnes qui font partie de la classe moyenne. Évidemment. D'ailleurs, moi qui m'intéresse à l'histoire, euh, après la crise de 1929, ça peut paraître paradoxal, mais 70% de la population française a vu son pouvoir d'achat fortement augmenter durant les années 30. C'est pas du tout intuitif ce que je vous dis là. Parce qu'on vous parle de la crise de 1929 et de la Grande Dépression. Tout le monde imagine la misère, les gens qui font la manche, etc., etc. C'est pas tout à fait vrai. Il faut reconnaître que les avancées sociales, aujourd'hui, on parle des semaines, des 5 semaines de congés payés, la création de la sécurité sociale, etc., etc. Une grosse partie des avancées sociales auxquelles on profite aujourd'hui ont été, ont été faites à l'époque du Front populaire en 1936. Donc, la crise de 1929 et les réformes politiques qui ont eu lieu en France avec le Front populaire ont paradoxalement entraîné une réduction des inégalités entre les plus riches et les plus modestes. Une grosse partie de la population, toutes les personnes en fait qui avaient un emploi protégé, or la plupart des gens sont en emploi, il faut être clair. Je veux dire, la plupart des personnes d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes en CDI, vous avez un poste, vous êtes voilà. Les entrepreneurs, les gens qui créent une société, qui se lancent à leur compte ou qui bossent dans des petites startups, c'est pas la majorité d'entre vous. La majorité de la population française travaille dans des grands groupes du CAC 40, qui sont fonctionnaires
donc ont des emplois protégés. Et pour toutes ces personnes-là, moi je le reconnais hein, volontiers, le programme du Front populaire, il est très intéressant pour elles. À l'image de ce qu'a fait le Front populaire dans les années 30, qui a donné beaucoup de pouvoir d'achat à la majorité de la population, et les perdants durant les années 30, ben, ça a été les entrepreneurs qui ont été laminés par la crise des années 30 et les plus riches, donc les 2-3%, enfin les 5% les plus riches qui ont été évidemment étriés par les impôts. Donc là, évidemment, si vous êtes entrepreneur, c'est un parti comme le Front populaire, c'est une catastrophe. Parce que vous introduisez tout un tas de réglementations pour bloquer les prix, les salaires, etc. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous ramassez plein de paperasse, plein de lourdeurs administratives, plein de fiscalité. Et si par miracle, vous arrivez à développer votre business, bah là, vous prenez la fiscalité du capital dans le coin de la tête, plus l'ISF, plus tout ça, tout ça, tout ça. Donc, le Front populaire, il y a des gagnants. Si vous votez Front populaire, il y a des gagnants et il y a des perdants. Évidemment, parmi les perdants, bah, ce sont les marchés financiers. Hein, et c'est ce qui a provoqué ici l'effondrement du CAC 40. Donc là, si on zoome plus loin hein, sur le CAC 40, si on prend un graphique de plus long terme, un graphique qui remonte au début de l'année 2024, donc on voit que le CAC 40, il est quasiment revenu à ses niveaux de décembre 2023. Donc toute la hausse de 2024 a été effacée en 2 jours. En 2 jours, même mercredi. Regardez mercredi, hein, donc au moment où ça se bastonnait chez les Républicains, enfin mercredi, donc avant que Éric Ciotti ne claque la porte, bah, regardez mercredi, on était encore à 7850. On était encore dans, on était encore dans le 7800, 8200. Le CAC 40 était encore au contact de son record historique. Et c'est vraiment, vraiment le fait que Éric Ciotti rejoigne le Rassemblement national, d'une part, et de l'autre, le Parti socialiste qui, quelque part, se fait cannibaliser, se fait absorber par l'extrême gauche. Et c'est ça qui a provoqué ce décrochage du CAC 40. Et vous voyez, en après-clôture, hein, le soir du 14, hein, à 22h, le CAC 40 ne cote plus que 7487 points. Le CAC 40 finit en dessous de 7500 points. Donc là, ça a été vraiment une très, très, très mauvaise journée pour la bourse, sans doute la plus mauvaise journée ce vendredi depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors sur les taux maintenant, bizarrement, la hausse des taux reste mesurée par rapport au séisme que l'on a connu. Donc là, vous voyez, donc là, vous avez les taux. Donc les taux qui étaient en train d'augmenter, hein. Vous avez là les taux depuis mai, les taux étaient en train d'augmenter. Donc la hausse des taux n'était pas du tout liée au séisme politique auquel on a assisté. Vous avez les taux français qui ont augmenté et paradoxalement, en fait, les taux depuis mardi, les taux français rebaissent. Donc là, on est à 3,17 hein, sur les taux français. Donc les taux 10 ans français rebaissent. Donc on n'a pas eu, malgré ce qu'on aurait pu craindre, malgré le chaos ambiant, la hausse des taux français reste mesurée. Elle reste mesurée. Et si vous voyez un graphique de long terme, donc là, évidemment, vous avez l'envolée des taux, mais ça, c'est pas du tout lié au rassemblement, enfin à la dissolution. Ça, c'est la hausse des taux liée à la guerre en Ukraine en 2022. Vous avez les taux qui se sont détendus à la fin de l'année 2023, et là, les taux qui repartent à la hausse. Mais ça, c'est depuis le début de l'année 2024. Donc ça n'a rien à voir avec la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Et là, on a les taux français qui restent, au moment où je vous parle, bien en dessous de ce qu'ils étaient il y a un an, en mars-avril 2023. Donc paradoxalement, tout ce qui s'est passé cette semaine n'a pas eu un énorme impact sur les taux d'intérêt, sur le taux 10 ans français. Par contre,
on a un impact sur le spread. C'est-à-dire que les taux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les taux français n'ont quasiment pas bougé cette semaine. Par contre, les taux allemands ont baissé. Et donc, du coup, l'écart entre les taux français et les taux allemands, lui, il a explosé à la hausse. Et c'est ça qui fait peur aux analystes, c'est de voir cet écart, le spread entre les taux allemands et les taux français qui a bondi de 20 points de base. Voilà. Donc ça montre en fait que les investisseurs fuient les obligations françaises pour aller acheter des obligations allemandes. Alors là, ça c'est incroyable. Regardez ce graphique. Ah, on est chez les dingues, hein. Là, c'est vraiment les Gaulois. Là, cette semaine, c'est vraiment retour à Astérix et Obélix, hein. Là, c'est le spread de taux, l'écart de taux entre la France et le Portugal. Et pour la première fois de l'histoire, les taux portugais sont passés en dessous des taux français. Ça veut dire que pour les investisseurs, c'est plus risqué de prêter à l'État français qu'à l'État portugais. Souvenez-vous des PIX. Vous savez, quand il y a eu la crise grecque, les PIX, PIX, ça veut dire cochon. C'est cochon en anglais. PIX. Les PIX désignaient quoi? Les PIX désignaient un certain nombre de pays, donc le Portugal, l'Irlande, la Grèce et l'Espagne. S comme Spain, P comme Portugal, I comme Irlande et G comme Grèce. Donc le P, c'est Portugal. Et pour la première fois de l'histoire, les investisseurs considèrent que c'est plus risqué de prêter à l'État français qu'à l'État portugais. Et pour moi, le graphique le plus effrayant sur les taux, c'est pas tant l'évolution des taux français, vous voyez, le taux français, il évolue, mais ça reste, vous voyez, c'est pas dramatique. Vous voyez, aujourd'hui, les taux en France sont plus bas qu'il y a un an. Par contre, ça fait peur. Ce graphique qui montre que les investisseurs préfèrent acheter de la dette portugaise que de la dette française, ça fait vraiment très, très, très peur. Et c'est là que c'est un graphique qui montre vraiment qu'il y a une véritable défiance des marchés pour les politiques françaises. Et là, enfin, l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, en fait, qui a bien, là encore, hein, l'euro-dollar qui a bien résisté, hein. Donc là, vous avez l'évolution de l'euro-dollar depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Macron. Là, l'euro-dollar a démarré à 1,0770 hein, le lundi 10 juin. Donc, vous voyez, l'euro, il a légèrement baissé. Il a augmenté. Donc là, il a augmenté suite à des statistiques américaines sur l'inflation et l'emploi. Donc vous voyez que là encore, en milieu de semaine, l'euro était plus fort qu'avant que Emmanuel Macron annonce sa dissolution. Donc on voit que ce qui a provoqué tout ça, ce n'est pas l'annonce de Macron qui est de la dissolution, c'est vraiment, vous voyez, l'euro s'est vraiment effondré. Là encore, premier effondrement le 13 juin, deuxième effondrement le 14 juin. Donc là encore, vous voyez, les marchés sont corrélés. Effondrement du CAC 40, 13 et 14 juin. Effondrement de l'euro le 13 et 14 juin. Et les taux portugais qui passent en dessous des taux français, là encore, durant les journées du 13 et 14 juin. Donc on voit que ce qui effraie les marchés et ce qui effraie les investisseurs, c'est pas tant la dissolution de l'Assemblée nationale, mais vraiment la perspective de voir l'extrême gauche arriver au pouvoir en France. Parce que bah, tout le monde s'attend hein, depuis la dissolution que le Rassemblement national va avoir énormément de députés. Ça, tout le monde sait que le Rassemblement national va avoir énormément de députés. Ce n'est pas une surprise. C'était déjà annoncé aux européennes depuis déjà de nombreux mois. Mais là, la nouveauté depuis avant-hier, depuis le jeudi, c'est vraiment cette perspective de voir que le premier opposant au Rassemblement national, ça ne sera sans doute pas Emmanuel Macron,
mais bien l'extrême gauche. Et cette perspective de voir en France s'affronter l'extrême gauche contre l'extrême droite, c'est ça qui effraie les marchés. Néanmoins, on pourrait, je dis bien en conditionnel, on pourrait avoir une envolée, un très fort rebond des marchés actions ce lundi, parce qu'il y a eu un dernier rebondissement qui a eu lieu pas plus tard que dans la nuit de vendredi à samedi, donc ce matin, qui voit François Ruffin jeter un pavé dans la mare parce que au moment où je vous parle, il y a des règlements de compte qui ont lieu au sein même de la France insoumise, puisque au sein de la France insoumise, en fait, vous avez deux gauches. Vous avez la France insoumise qui est portée par François Ruffin, avec notamment certains tenors de la France insoumise qui sont des alliés de François Ruffin, qui sont favorables à un discours un peu moins agressif, un peu moins, un peu moins belliqueux, notamment par rapport à Hamas, Israël, tout ça. François Ruffin n'est pas, vous voyez, il n'a pas apporté un soutien franc et massif aux Palestiniens. Et puis vous avez une frange radicale, notamment portée par Jean-Luc Mélenchon, qui, elle, est clairement pro-Palestine, bien avant le 7 octobre, hein, clairement. Et là, on voit un affrontement qui a lieu en ce moment, au moment où je vous parle, un affrontement qui a lieu au sein même de LFI, entre, bah, vous avez Alexis Corbière, qui est qui est un tenor de LFI avec François Ruffin, qui font scission avec Jean-Luc Mélenchon. Et évidemment, ils ont été, entre guillemets, ils ont été un petit peu sortis du jeu, hein. Il y a eu une purge qui a lieu en ce moment au sein de LFI, où vous avez même François Ruffin qui a envoyé dans la nuit, hein, un tweet assassin qui s'en prend aux dirigeants de LFI, notamment Jean-Luc Mélenchon, en indiquant que c'est inadmissible que dans un parti comme LFI, il vaut mieux commettre des violences conjugales, en référence à Adrien Quatennens, que d'être républicain. Donc là, vous avez vraiment un règlement de compte qui a lieu en ce moment à LFI. Et donc, du coup, il y a un risque que le Front populaire n'explose en plein vol avant même les législatives. Il y a un vrai risque aujourd'hui que le Front populaire qui s'est créé hier, vendredi, n'explose durant ce week-end, puisque le dépôt des candidatures doit avoir lieu au plus tard ce dimanche soir-là. Et il y a un vrai risque que finalement, au sein de cette gauche, de ce Front populaire, vous ayez des gens qui partent chacun de leur côté. Donc si cela arrivait, réponse ce dimanche, bah, cela pourrait finalement donner un grand bol d'air au marché. Parce que le programme du Rassemblement national ne fait pas peur au marché financier. Contrairement à ce que l'on peut croire, l'extrême droite, telle qu'elle est dans sa forme actuelle, Jordan Bardella, c'est pas celle qui effraie le plus les marchés, hein. Je rappelle, le Rassemblement national, ses mesures phares sur le plan économique, c'est baisser la TVA et baisser les charges sociales des entreprises qui consenteraient à augmenter les salaires. Donc c'est pas du tout anti-entreprise. Hein, c'est pas du tout anti-entreprise. Hein. Le Rassemblement national n'a pas un programme qui est destiné à taper sur sur la fiscalité des entreprises. Donc, si vous êtes euh, entrepreneur, si vous êtes patron d'une grande entreprise, mais qu'en même temps, je sais pas, vous estimez que Emmanuel Macron fait du mauvais travail, le Rassemblement national, son programme, en tout cas, n'est pas si effrayant que ça. Et d'ailleurs, on a bien vu que durant une grosse partie de la semaine, le CAC 40 ne s'est pas effondré. Ce qui a provoqué la chute du CAC 40, ce n'est pas le RN, mais c'est le Front populaire. Voilà, un petit peu tout ça. Donc,
Là, je vous ramène un petit peu. Là, on va prendre de la hauteur. Derrière le bordel, parce que c'est le bordel, hein, il y a un vrai problème, clairement. Parce que bon, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir, etc. Mais il y a quand même un vrai problème. On n'a jamais eu, au moment où je vous parle, autant de personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois. Moi, je vois le nombre de personnes. Hein, moi, je suis hein, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, moi, je ne fais pas de discrimination. En tant que CGP, je ne fais aucune discrimination. Vous pouvez être femme de ménage, vous pouvez être directeur d'une entreprise, vous pouvez être membre du comité exécutif d'un grand groupe du CAC 40. Vous êtes le bienvenu chez moi. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que je vois un grand nombre de personnes de classe populaire qui font appel à moi pour les accompagner à gérer leur patrimoine et qui, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, me demandent de fermer leur assurance vie. Parce que moi, je gère l'assurance vie, des assurances vie de plein de personnes. Vous voyez, ça peut aller de personnes qui sont au RSA ou au SMIC jusqu'à des personnes qui sont multimillionnaires. Alors, je ne fais pas de discrimination. Et je vois malheureusement beaucoup de personnes très modestes qui m'appellent hein, ces derniers mois, qui me disent Alix, on t'apprécie. Franchement, tu gères notre argent super. On adore tes points de marché. On adore la manière dont tu suis nos placements. On aurait tant voulu que la banque nous accompagne comme tu nous accompagnes. Malheureusement, on souhaite fermer l'assurance vie qu'on a ouvert avec toi, non pas pour aller la placer ailleurs, mais parce qu'on a besoin de l'argent pour vivre, pour assurer les fins de mois. Et j'en vois beaucoup des personnes comme ça. Voilà. Et ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce que, pas tant pour moi, parce que moi, je suis rémunéré au, à l'encours que je gère. Je ne suis pas rémunéré au nombre de clients que j'ai. Si j'ai 40 clients qui ont 1000 euros dans leur assurance vie et j'ai un client qui a 500 000 euros dans l'assurance vie qui me confie, bah, si j'ai 40 clients qui décident malheureusement de racheter leur assurance vie où il y a 500 euros ou 1000 euros, bah, ça va me faire, entre guillemets, financièrement beaucoup moins mal que s'il y a une personne qui a 500 000 ou 1 million d'euros qui décide de racheter son contrat. Donc moi, ça ne m'impacte pas d'un point de vue business. Par contre, j'observe clairement, et je suis aux premières loges pour le voir, qu'il y a énormément de gens qui n'arrivent vraiment plus à boucler leur fin de mois, qui rachètent leur assurance vie pour, pour faire leurs courses. Et ça, je le vois. Et à côté de ça, je vois que il y a, il n'y a jamais eu aussi autant de riches. Les riches sont de plus en plus riches en France. Euh, Bernard Arnault, alors là, le LVMH a pris le bouillon, hein, mais avant le crack sur le CAC 40, quand LVMH valait encore quasiment 900 euros l'action, le patrimoine de Bernard Arnault représentait quasiment 10% du PIB français. Donc là, effectivement, il y a un problème. On a des riches qui n'ont jamais été aussi riches et on a des pauvres qui sont de plus en plus nombreux. Donc il y a quand même un malaise là-dedans. Et donc pour ça, il y a 3 manières de sortir de ça. Vous avez la première, c'est la résignation. C'est ce qui prévaut dans 99% du temps. Hein, du temps de l'Antiquité, euh, quand il y avait du pain et des jeux, du temps de l'Empire romain, bon, bah, la grande partie de la population se résignait à, à sa condition. Du temps du Moyen Âge, à l'époque féodale, bah, les gens s'accoutumaient très bien du fait que bon, vous avez la grosse partie de la population qui louait, hein, qui vivait de la terre, hein, qui, qui était paysanne. La grande partie de la population française, c'était des paysans, et ils vivaient sous la coupe d'un seigneur, ce qu'on appelle l'époque féodale. Ça ne choquait personne. La plupart des gens se résignaient.
c'est comme ça. Il y a des puissants et puis il y a les pauvres gens. Vous avez une autre époque, la belle époque, quand il y avait les ouvriers avant la Première Guerre mondiale euh, qui vivaient dans, dans une misère, du temps de Zola, d'Émile Zola, du temps de Victor Hugo. Euh, vous avez une grosse partie de la population qui n'était plus paysanne, mais qui vivait à l'usine, qui vivait dans des conditions très précaires, mais qui s'accoutumaient très très bien de leurs conditions d'existence. Donc la première, c'est la résignation. C'est le fait de se dire, il y a des riches, il y a des pauvres, on fait partie des pauvres, c'est comme ça. Deuxième moyen de sortir de ça, c'est la révolution. De temps en temps dans l'histoire, comme a pu la population renverse la table. On l'a eu, 1789, 1848, monarchie de juillet, 1917, la révolution russe, l'arrivée au pouvoir des bolcheviks, puis de Staline avec la collectivisation dans les années 30. Vous avez les années 30 en 1936 avec le Front populaire, mais le Front populaire n'a fait que s'inspirer de ce qu'a fait Roosevelt en 1933 quand il a monté les impôts pour financer son New Deal. Il a monté les impôts à 90% pour financer son New Deal. Ça, c'est de temps en temps, comme l'histoire en a le secret, renverse la table. Le peuple renverse la table et vous avez des basculements. Vous avez également 1968. Donc là, c'est une deuxième manière, en fait, c'est vraiment, vous avez un basculement. Et enfin, là, c'est un peu la question qu'on se pose. Est-ce que nous sommes à la veille d'une révolution de type 1789? Là, c'est une vraie question. Si on est à la veille d'une révolution de type 1789, là, bah, moi, je vais être franc avec vous. Même moi, qui suis dans la finance depuis 20 ans, je n'ai pas toutes les cartes. Hein. Enfin, je vais être transparent avec vous, il faut être modeste. Moi, j'accompagne mes clients dans la gestion de patrimoine euh, en m'appuyant sur les règles fiscales qui existent aujourd'hui. Maintenant, demain, si vous avez le Front populaire avec LFI qui arrive au pouvoir et qui dit, nous maintenant, au-delà de 1 million d'euros, c'est l'ISF pour tout le monde, euh, on supprime le LMNP, on supprime le Girardin, au-delà de, je ne sais pas, 1,5 million, 2 millions, frais de succession 100%, comme dit Mélenchon, au-delà d'un certain seuil, je prends tout. Là-dessus, en toute humilité, j'ai pas la main. J'ai pas la main là-dessus. Néanmoins, euh, je vous engage vraiment à prendre en main vos finances personnelles sans attendre que l'État ne s'occupe de vous. Parce que de toute manière, une personne avertie, accompagnée, formée, aura toujours de l'avance par rapport à quelqu'un qui ne fait rien et qui subit les événements. Vous n'avez rien à perdre à vous former ou à vous faire accompagner par un expert. Moi, par exemple, si je veux faire construire un mur chez moi, j'ai toujours intérêt à me faire accompagner d'un maçon plutôt que d'essayer de le faire moi-même. Ou alors, si je veux le faire moi-même, il faut que je passe des mois à me former, à lire des livres. Mais j'ai toujours intérêt à faire appel à un maçon. Alors après, oui, c'est sûr, s'il y a un astéroïde qui tombe sur mon mur, que le mur a été construit par un maçon, aussi brillant soit-il, ou par moi qui l'ai construit de briques et de brocs, de toute façon, il y a un astéroïde qui tombe sur mon mur il est déglingué. Donc, de toute façon, euh, le fait d'être accompagné par un expert ou le fait de lire des livres ne vous protégera pas à 100% contre des événements extrêmes. Si demain, on ferme la France, on met le contrôle aux frontières, on empêche les gens de quitter la France et on envoie la police
vous réquisitionnez, cherchez chez vous si vous avez de l'argent planqué sous le matelas, un peu comme l'a fait la police stalinienne durant la collectivisation. Là, c'est sûr que même le meilleur conseiller ne pourra rien faire pour vous. Mais si on enlève ces événements extrêmes, euh, vous avez toujours intérêt à anticiper ce qui va arriver. Si vous faites partie des modestes et de la classe moyenne, n'attendez pas de miracle de l'État. N'attendez pas de miracle de l'État. L'État pourra vous protéger au niveau de la sécurité de l'emploi. C'est sûr, si vous êtes fonctionnaire, que vous travaillez dans un grand groupe et que Mélenchon arrive au pouvoir, c'est sûr que vous serez encore plus protégé que vous l'êtes maintenant. Par contre, l'État ne vous protégera jamais. L'État fera tout, quel que soit le gouvernement, pour vous empêcher d'atteindre la liberté financière. Que l'État soit dirigé par le Rassemblement national, que l'État soit dirigé par Macron, que l'État soit dirigé par Mélenchon, l'État déteste plus que tout les personnes qui souhaitent atteindre la liberté financière. Ça, il y a un point commun entre les Républicains, le Rassemblement national, Reconquête, LFI, En Marche et tout ça. Ils sont tous contre la liberté financière. Pourquoi? Parce que l'État, et là je vais être clair avec vous, l'État ne crée pas de richesse. L'État ne crée pas de richesse. Quand le Rassemblement national promet de baisser la TVA, il va prendre l'argent dans une autre poche. Quand le Front populaire promet de mettre le SMIC à 600 euros, il va prendre l'argent d'une autre poche. Et quelles sont les personnes qui seront ciblées par tous les gouvernements? Ce sont les personnes qui souhaitent devenir libres financièrement. Parce que si tout le monde devenait libre financièrement, l'État ne peut plus utiliser comme variable d'ajustement la masse salariale. Parce que quelle est la variable d'ajustement de l'État? C'est la masse salariale. Si chacun se mettait à être libre financièrement, l'État ne pourrait plus utiliser comme variable d'ajustement la masse salariale, soit pour lui augmenter son salaire, soit pour la ponctionner. Donc, si votre objectif, c'est d'atteindre la liberté financière, d'être libre, de ne plus dépendre de qui que ce soit, si c'est ça votre objectif, alors l'État est le problème. L'État n'est pas la solution. Donc, si vous faites partie des classes modestes et des classes moyennes, que vous souhaitez avoir de l'air, ne plus devoir sans arrêt regarder à la télé, savoir à quelle sauce vous souhaitez manger, agissez. Pareil si vous faites partie des classes aisées. C'est le moment d'anticiper ce qui vous attend. En particulier, ce qui touche à la fiscalité du patrimoine, des revenus et des successions-transmissions. Plutôt que d'attendre que tel ou tel parti mette en place des lois pour vous empêcher de transmettre du capital à votre mort, pourquoi ne pas commencer à préparer votre transmission aujourd'hui? Moi, par exemple, toutes les stratégies que j'ai mises en place en démembrement avec mes, pour moi-même déjà, et avec mes clients, ça, ils ne pourront pas revenir en arrière. Une fois que votre patrimoine a été transmis à vos enfants de votre vivant, l'État ne peut plus revenir en arrière. Donc, moi, si vous faites partie des classes aisées, commencez maintenant à mettre en place des solutions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Alors, il y a deux solutions pour les personnes qui ne sont pas expertes en finance. La première, j'en parle dans beaucoup de vidéos, c'est de vous faire appel à un conseiller en investissement et gestion de patrimoine, si vous souhaitez déléguer cette partie. Mais là encore,
Si vous souhaitez faire appel à un conseiller, moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas l'objectif, c'est pas, enfin, je suis pas l'alpha et l'oméga, hein, j'ai pas la prétention d'être irremplaçable. En tout cas, choisissez un conseiller qui se comporte comme un vrai médecin des finances personnelles et pas comme un vendeur de produits. Parce que bon, vous avez plein de personnes qui ont l'étiquette conseiller en gestion de patrimoine, mais en réalité, ce sont des vendeurs de produits. Donc faites appel à un conseiller qui a vraiment une véritable approche globale, une approche patrimoniale. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Si vous ne souhaitez pas nécessairement travailler avec moi parce que, je sais pas, ma tête ne vous revient pas, ou je parle trop vite, ou je parle trop fort, ou je parle avec les mains, voilà, ça c'est le choix à chacun. Ça, c'est le choix de chacun. Euh, En tout cas, si vous souhaitez passer par un autre conseiller que moi, prenez quelqu'un qui a une approche globale. Ne prenez pas un vendeur de produits. Ça ne sert à rien. Et enfin, si vous ne souhaitez pas faire appel à un conseiller parce que vous voulez tout gérer par vous-même, bah, formez-vous. Si vous n'avez confiance qu'en vous-même afin de devenir autonome sur toutes ces questions de fiscalité, de performance sur les marchés, de crédit immobilier, etc., bah, formez-vous. Et moi, de mon côté, euh, là où je peux vous aider, c'est que j'ai écrit un livre qui a pignon sur rue, qui est édité par les éditions JDH et les pros de l'écho. Donc là, vous avez l'écran. Donc le livre s'appelle Attention, ce livre peut vous rendre riche. Il fait quand même 450 pages. Et donc, si vraiment vous ne voulez pas faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine, vous voulez vraiment euh, vous appuyer sur vos propres, vous n'avez confiance qu'en vous. Et ça, je peux le comprendre, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je discute avec plein de personnes qui ne veulent absolument pas qu'un conseiller en gestion de patrimoine fourre son nez dans leurs finances personnelles. Comme je connais des gens qui ne veulent absolument pas être examinés par un médecin. Moi, c'est pas ce que je conseille. Moi, je connais rien à la médecine, je suis pas médecin, je suis pas expert en questions médicales, je m'en remets entièrement à mon médecin. Mais moi, c'est ma vision. Je ne connais rien aux travaux, je m'en remets à des artisans qui vont faire des travaux chez moi. Maintenant, je peux comprendre que pour un grand nombre d'entre vous, vous n'avez absolument pas envie qu'un conseiller en gestion de patrimoine fourre son nez dans vos finances personnelles. Si vous êtes dans ce cas, bah, franchement, et sans vouloir vanter mon livre, n'hésitez pas à regarder mon livre qui fait 450 pages et qui s'inspire d'un grand nombre d'autres livres qui ont été écrits. C'est-à-dire que pour rédiger mon livre, j'ai lu énormément d'autres livres, notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, Agir de Tammy Kabash, Les investisseurs rentables de Yann Darwin. Donc j'ai lu énormément de livres pour finalement rédiger moi-même mon propre ouvrage qui a à la fois ce côté mindset, donc qui reprend un petit peu le mindset de Robert Kiyosaki, mais qui met aussi en place des stratégies d'investissement, des stratégies aussi d'optimisation de revenus salariaux. Donc j'explique, puisque j'ai été chasseur de tête il y a de nombreuses années, donc j'explique en fonction de votre métier, en fonction de votre parcours, comment vous pouvez créer des sources de revenus complémentaires de par votre travail. Donc des sources de revenus complémentaires actifs, donc en travaillant. Donc là, je donne des idées de business que vous pouvez faire en parallèle de votre activité salariée et des stratégies pour vous constituer des sources de revenus passifs. Et enfin, dans ce livre, pour celles et ceux qui souhaitent pousser plus loin, il y a une partie dans mon ouvrage où je vous apprends à faire vous-même, à construire vous-même votre bilan patrimonial. Donc, je vous apprends vraiment à développer vous-même votre maquette Excel, même si vous ne connaissez rien sur Excel, je vous apprends pas à pas comment vraiment implémenter des formules Excel, même si vous ne connaissez rien en informatique, comment développer votre
comme un tableau de bord pour piloter vos finances personnelles et pour investir en utilisant Excel comme tableau de bord. Donc c'est un très très gros livre, j'ai mis beaucoup de temps pour le faire et je le conseille vraiment en particulier aux personnes qui ne veulent absolument pas passer par un conseiller en gestion de patrimoine. Si vous souhaitez absolument, si vous souhaitez passer par un conseiller en gestion de patrimoine, ce livre pourra vous aider parce que c'est toujours sympa d'avoir un livre. En plus, c'est pas un livre, ce livre n'est pas disponible en ligne. Donc, ce livre ne peut être acheté qu'en format papier, notamment pour éviter le plagiat. Donc, si vous souhaitez quand même avoir un livre à côté pour vous référer ou pour challenger votre conseiller en gestion de patrimoine, bah, ce livre est intéressant. Alors, trois manières de vous le procurer. Donc, vous pouvez, j'organise une conférence à Paris ce 27 juin. Donc, évidemment, cette conférence était prévue depuis déjà 15 jours, mais évidemment, vu l'actualité, j'en ai parlé avec mon éditeur, je vais aussi parler de l'actualité de ce qui s'est passé au législatif. Donc, je vais parler aussi de l'impact de ce qui se passe, hein, des remous politiques sur l'investissement. Donc, si vous souhaitez me voir en présentiel et acheter mon livre que je vous remettrai en main propre, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur ce lien pour venir au centre de la culture le 27 juin à Paris. Donc, c'est à 17h30. Donc, c'est au 118 rue de Courcelles. Maintenant, je peux comprendre que un jeudi 27 juin à 17h15, 17h30, vous avez peut-être du travail. Donc, si vous ne pouvez pas vous rendre à Paris ce jour-ci, vous pouvez me contacter directement. Donc, ça, c'est mon adresse mail et mon téléphone pour demander pour que je vous envoie mon livre par la poste dédicacé. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Voilà, vous aurez mon contact et vous aurez mon livre. Alors, pas en main propre, hein, de la main à la main, mais je vous l'enverrai en direct par la poste avec ma dédicace. Et enfin, vous pouvez aussi commander le livre via des librairies qui ont pignon sur rue, puisque mon livre est disponible à la FNAC, mais également sur Amazon. Donc, en cliquant le lien sur le lien ci-dessous, qui s'affiche aussi, hein, que je vais mettre en description, et ben, vous pouvez commander mon livre via Amazon. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire. Donc, une grosse vidéo. Ça vous rappelle peut-être les vidéos que je faisais quand je faisais mes points de marché qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. Donc, grosse vidéo. J'avais perdu l'habitude de faire des grosses vidéos, mais vous voyez, l'actualité était chargée. J'ai tenu à vous parler de ce qui s'est passé sur le plan politique durant cette semaine. Euh, j'ai tenu à vous parler en détail de ce qui s'est passé sur les marchés et de vous parler un petit peu sur comment vous pouvez remédier à tout cela. Donc vraiment, le grand enseignement, moi, que j'ai à vous donner sur tout ça, c'est ne soyez pas spectateur, soyez acteur de votre patrimoine. Alors évidemment, si vous êtes en mesure de devenir député, là, évidemment, lancez-vous dans la campagne. Bien sûr, si vous avez la possibilité de vous faire élire, soyez acteur, bien évidemment, foncez. Mais si vous n'avez aucun moyen de peser sur l'histoire de France qui se joue, hein, l'histoire, c'est la poutre, hein, la poutre qui travaille, hein, c'est cette fameuse poutre qui travaille. Si vous n'avez pas la possibilité d'être acteur de l'histoire, bah, au moins essayez d'être acteur de vos finances personnelles. Et là, soit vous êtes expert, dans ce cas-là, tant mieux pour vous, mais si vous ne l'êtes pas, soit vous vous faites accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, soit vous vous formez par vous-même, vous essayez de devenir autant que possible expert en achetant des livres. Moi, je vous ai présenté mon ouvrage. Maintenant, là encore, vous n'êtes pas obligé d'acheter mon livre.
voilà, si ma tête ne vous revient pas, vous pouvez aussi vous reporter sur d'autres ouvrages, hein. Je n'ai pas la prétention d'être irremplaçable, hein. Le titre de cette vidéo, c'est Retour à 2070 ans en arrière. La France existe depuis les Gaulois. J'ai pas, voilà, l'histoire, elle ne commence pas avec Alix Bacchus, hein. Donc, voilà, moi, je suis juste là pour vous donner des conseils, pour peut-être apporter un éclairage, apporter une pierre, un caillou, un grain de sable. Mais je n'ai pas du tout la prétention voilà, de faire l'histoire, hein. Même Emmanuel Macron n'a pas toujours la capacité de peser sur l'histoire de France. Alors vous imaginez-moi. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ma vidéo qui est un petit peu longue parce que bah, ça bouge beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite très un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, de la santé, de votre famille, et j'espère vous retrouver à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, je pense que d'ici là, l'actualité aura encore énormément bougé. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.